Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un nouvel épisode de la finance pour tous, de l'inclusion financière pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler des freelancers, nous allons parler des revenus irréguliers et comment on arrive à les gérer. Nous avons un invité de taille aujourd'hui, on a Imen Ziani. Bonjour Imen. Bonjour Nassima. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, je te remercie. Merci infiniment pour ton temps. Merci infiniment de m'avoir invité déjà. Ça fait énormément plaisir. Un plaisir partagé. Imen, t'es qui? Telle est la question. Difficile de répondre en quelques mots, on va dire. C'est toujours difficile de se présenter. Exactement, Oui. mais je vais essayer de le faire. Allez. Alors, c'est Imen Ziani. Je suis artiste peintre autodidacte et auto-entrepreneur. Allah يبارك. Nice. Imen Ziani, aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des freelancers. Comment on gère les finances quand on est freelancer? Ouais, c'est très intéressant et j'ai envie de te dire que c'est le sujet qui fait le plus peur aux personnes qui veulent passer le cap, mais c'est gérable, c'est gérable. Tant qu'on arrive à comprendre la chose, qu'on arrive à comprendre ce qu'on veut, qu'on arrive à cerner ce sujet-là, ça devient gérable. Raconte-moi ton expérience et surtout, c'est quoi les défis que tu as rencontrés? Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir un salaire stable, pour une personne comme moi, qui est en entreprise depuis une vingtaine d'années, je n'arrive pas à m'imaginer ne pas recevoir un salaire mensuel. Comment tu peux nous dire aujourd'hui que cela peut être faisable et gérable et on peut sauter le pas? Alors en fait, je vais te raconter un peu mon histoire à moi, Sachant que j'étais comme toi, salariée, donc je percevais un salaire chaque mois, salaire régulier, avec des primes, donc j'étais assez stable. Et c'était, on va dire, certaines personnes qualifient ça de folie, d'arrêter de basculer du monde de salariat. Enfin, quand on dit salaire, entreprise, on dit stabilité financière, stabilité tout court. Oui. C'est-à-dire tout est... Sécurité sociale. Retraite plus tard, donc tout un tralala qui fait vraiment flipper de tout quitter et se convertir. C'est ça. Et on va dire ça comme une folie, mais c'est pas vraiment une folie parce que j'ai su me comprendre et j'ai su m'écouter. Donc j'ai passé 5 ans en entreprise et durant les 5 années, je vais te dire que j'ai appris énormément de choses et c'est ce qui fait ma force maintenant parce que je suis disciplinée. Donc je sais ce que je veux, je sais comment y procéder, c'est-à-dire que je suis pas éparpillée all over the place, comme on dit. Et avec cela, basculer vers l'auto-entrepreneuriat est vraiment difficile. Donc, pour les personnes qui ont vraiment peur d'aller vers ce mode de vie-là, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on planifie tout ça. Donc, si on est en entreprise et on veut quitter, bon, ça, c'est la théorie, c'est l'idéal. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai? C'était ma question. Comment tu t'es préparée pour ça? Comment tu es passée? Est-ce que pendant les 5 ans d'entreprise, tu savais déjà que tu allais arriver à ce point de switch et que tu avais préparé cela, donc des économies, un plan financier? Comment tu as fait? Je vais pas te mentir, j'ai rien préparé. En fait, je me suis préparée psychologiquement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est génial. Oui. En fait, j'étais dans une grande entreprise, j'ai essayé plein de choses, j'ai appris énormément de choses en parallèle. Et je me disais, alors, dans 10-15 ans, est-ce que tu te vois toujours faire cela? Ma réponse était non, parce que, faut le dire, je suis artiste, je l'ai toujours été. Et après, durant une période où j'étais artiste, j'exposais tout et je travaillais en même temps. Et j'avais les deux. Donc j'ai su avoir un certain équilibre durant une période. Et durant un autre moment, c'était difficile à gérer. En fait, parce que salariat, t'es au bureau de 8h à 16h, 17h, 18h, tout dépend, des fois avoir plus. Donc tu n'as pas le temps d'aller rentrer en atelier, de peindre, de préparer une expo. Puis l'inspiration. L'inspiration, tu n'as pas le temps. L'inspiration, tu as besoin de te mettre dans le mood, d'être créative. Voilà, exactement. Oui. Et donc la créativité, c'était dans les pauses. Dans mes pauses déjeuner, j'essayais de me poser, donc c'est une pression en plus. Et là où je me disais, bon, faut choisir. Donc, est-ce que tu veux vraiment continuer à avoir une carrière dans cette entreprise-là? Est-ce que tu veux vraiment te lancer, te découvrir aussi et aller vers le monde artistique?
Et c'était quoi le déclic qui a fait qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui en train de parler de cette belle aventure? Ouais, alors le déclic, c'était une exposition, tout simplement, où j'ai dû prendre un congé, un long congé pour pouvoir la faire. J'ai vécu aussi une expérience où c'était vraiment plein de personnes qui préparaient des projets et tout. Et il me fallait un congé d'1 mois. Donc j'ai pris 1 mois de congé et je n'ai fait que cela. Donc j'étais de 8h jusqu'à 20h, 21h où je faisais que ça. Et j'adorais ça. Je ne me sentais pas fatiguée, l'inspiration était là et j'étais vraiment ordonnée et carrée parce qu'on connaît les procédures, les processus qu'il faut faire et tout. Il y a eu de la bonne éducation en entreprise. Voilà, en entreprise et tout. Et là, je me suis dit, bon, il faut faire un choix maintenant. Ça fait 5 ans que tu es là, soit tu te lances vraiment dans ta carrière, soit tu vas vers une autre carrière artistique. Et j'ai eu le déclic, j'ai pu quitter cela. Mais pour répondre à ta question, je n'ai absolument rien préparé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, heureusement, j'avais une proposition de projet avant de quitter. D'accord. Donc, Tu ne quittais pas comme ça sans rien. Voilà, exactement. Tu avais quelque chose. Il y avait un long projet dans le gazeuse, on peut en parler. Oui. Donc, je travaillais que sur ça et j'adorais ça. Je travaillais tout le temps, mais c'était pas fatigant. Parle-moi de cette expérience, sachant que tu as fait beaucoup de bruit durant le mois de Ramadan. Ouais. Beaucoup de personnes ont eu le plaisir et l'avantage de venir, d'assister, de voir, entre autres, tes réalisations et d'autres réalisations. Raconte-moi ce projet. Alors, l'expérience d'Al Gazouz, c'était incroyable. D'ailleurs, les gens sont venus, j'ai rencontré plein de personnes, l'interaction était magnifique. Et aussi, le travail en équipe était sublime. Si là on te raconte ton expérience, je suis obligée de reparler de mon expérience en entreprise. Parce que quand on parle de l'expérience en entreprise, moi j'ai travaillé dans une direction où on était un peu PMO, donc je touchais un peu à la gestion de projet. Et ça tombait bien parce que dans ce projet-là, j'étais chef de projet et aussi exposante. D'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai géré le projet d'Al Gazouz comme étant PMO. Ouais, un vrai projet. J'avais un Gantt où en équipe on a répertorié les tâches. Donc il y avait les grandes lignes, il y avait les artistes, où on a contacté les artistes et on a étudié la marque aussi. Donc j'ai fait une sorte de chronologie de la marque Hamoud Boualem qui a une longue histoire. Donc j'ai pris plusieurs parties de la chronologie que j'ai donné aux différents artistes. Donc, il y avait 11 artistes. Chacun a dessiné, a imaginé à sa façon une certaine période de l'histoire de Al Gazouz, de Hamoud Boualem plutôt. Et donc, l'expérience que j'ai eue en entreprise m'a beaucoup aidée. Donc, pour revenir à la première question. Donc, c'était ça, en fait, mon point de sortie. C'était un petit peu ta vraie préparation, l'expérience en entreprise. Exactement. Donc, j'aime beaucoup comment tu es en train de nous raconter cette histoire. C'est que tu es en train de dire à quel point l'expérience entreprise t'a préparé clairement, à ta vie de freelancer. Alors, cette expérience entreprise, est-ce qu'elle t'a préparé d'une manière à gérer tes finances? Est-ce qu'elle t'a préparé au défi financier d'un freelancer qui est une entrée d'argent irrégulière? Irrégulière, oui. Parce que si on revient à mon expérience en entreprise, c'est plus difficile parce que je percevais une paye. Donc, je bouffais toute ma paye avant la prochaine paye parce que j'étais sereine. Je me disais que voilà. De toute façon, il y a une entrée d'argent chaque mois. Il y a une rentrée d'argent. Je peux bouffer mon argent, je peux m'acheter des fringues, du maquillage, faire ce que je veux. Sans aucune économie parce que je sais que la paye va venir. Et donc, je ne savais pas du tout gérer mon argent quand j'étais en entreprise. Et je voulais pourtant avoir les 30% du salaire. J'ai essayé, j'ai pas pu, je te mens pas. Même pas 10%? Même pas. D'accord. Même pas. Et c'était ma façon pour moi, je me disais, oui, tu te lèves à 8h, tu bosses toute la journée. Tu mérites d'être récompensé. Ouais. Voilà, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, oui. Mais par contre, quand on bascule, c'est autre chose. Ça change. Quand on bascule, ça change. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que je sais rédiger les contrats, je sais lire les contrats, je sais ce que je veux. Je suis un peu... Tu as acquis une maturité dans l'entreprise que tu exploites maintenant c'est ça. En tant qu'entrepreneur freelancer. Voilà, clairement. Ton grand défi aujourd'hui? Mon grand défi aujourd'hui, franchement... Sachant que tu as le côté production,
parce qu'à la fin, c'est de la production artistique, Mhm. donc tu dois avoir de l'innovation, de la production, de l'imagination, mais aussi tu dois gérer Mes finances. complètement. Exactement. Donc, mon plus gros défi, c'est d'avoir des projets. C'est d'acquérir des projets, travailler. C'est pour ça, c'est mon premier revenu. Donc, quand on a des projets, on se paye nous-mêmes, on vit comme on veut, mais pas comme je vivais avant en entreprise. Ouais. C'est-à-dire, mais mon plus grand défi, c'est vraiment avoir plusieurs projets en même temps qui peuvent, c'est-à-dire me financer durant, on va dire, une année, voire 2, voire 3. Donc c'est ça le plus gros défi. Et comment tu priorises, ou plutôt comment tu choisis tes projets? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la passion? Comment tu fais? Parce que être artiste, ce n'est pas comme n'importe quel freelanceur. Il y a cette touche artistique, ou plutôt cette âme artistique qui nous... je ne le suis pas, donc... On l'est tous. Hein. Non, on l'est tous. C'est vrai tous, oui. Mais après, je crois que je le suis pas. Je te laisse imaginer si tout le monde était artiste qui va aimer les œuvres, qui va acheter les œuvres. Exactement. Donc, il faut avoir les deux. Par rapport à ta question, en fait, je dirais que certes, je travaille pour l'argent. Tout le monde travaille pour l'argent. À la fin, il faut avoir un équilibre financier. Mais si j'ai quitté l'entreprise, c'est vraiment pour faire ce que j'aime. Donc, je préfère avoir des projets qui ont un but, c'est-à-dire qui ne sont pas des projets comme ça, qui ont un but dans la société et qui me donnent envie de me lever le matin et de travailler dessus. Donc, c'est ça par rapport à... Et aujourd'hui, comment tu peux conseiller nos auditrices, auditeurs, et pour la budgétisation d'un freelanceur? Est-ce que tu fonctionnes en mode budget? Est-ce que tu fonctionnes en mode attends, qui le dirham na'rafouch ندير, ou comment ça se passe? Alors, il faut que je leur raconte mon premier gros projet. Ouais. Bon, je travaillais et j'ai eu un gros projet. C'était un projet qui m'a vraiment passionnée et qui m'a fait rentrer de l'argent. Ouais. Et j'avais cette immaturité par rapport aux finances. Donc, j'ai voyagé avec tout cet argent-là. Et je devais tout recommencer. Chose qu'il ne faut pas faire. Oui, en fait, il y a une ligne financière, ou plutôt une éducation financière qui te dit que quand tu as une entrée d'argent importante, il faudrait garder le même rythme de vie, ne pas le changer et investir cet argent-là le plus que tu as gagné. Clairement. Soit l'investir, soit l'économiser, ou voilà quoi. Mais ne pas le claquer carrément. Non, il ne faut pas le claquer parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc par exemple là maintenant, je me donne une paye. Je me dis que voilà, durant chaque mois, tu as une paye de temps que tu ne dois pas dépasser. Donc dans mes projets, on va dire que mes payes, elles sont un peu... elles sont là. Donc, je vais être payée durant les prochains mois. Par la suite, une partie du budget, elle part dans mes formations. Parce que je ne fais pas que des expos, je travaille avec des marques. Et les marques, elles ne viennent pas vers toi, elles te disent « décide-moi ça ». Non. Il y a un brief derrière, il y a une manière de faire. C'est-à-dire, il y a des logiciels que je ne maîtrise pas. Donc, je vais me former sur ça. Et quand je dis formation, on ne va pas dans les grandes écoles qui vont nous coûter cher et qui vont prendre tout notre temps. Il y a tout en ligne maintenant. On peut acheter des formations en ligne, en anglais ou autre. Maintenant, on benchmark nos formations. Exactement. On choisit les bonnes formations. Très wise nos formations. Voilà, qui ne coûtent pas trop cher, qui ne nous bouffent pas trop notre temps. Et qui, si je choisis cette formation-là, c'est que je vais être formée comme je veux. Si j'ai besoin, par exemple, d'apprendre à utiliser l'Illustrator, je vais en ligne sur YouTube. Voilà. Si j'ai besoin d'être certifiée, j'achète une formation en ligne certifiante sur cet outil-là. Mais par la suite... Et comment tu considères ça sur ton budget, si tu permets, Imen? C'est un petit peu de l'investissement. Tu le comptes comme investissement, ou tu le mets sur la ligne de la formation, taxe de formation, ou comment tu fais? C'est un investissement, clairement. Voilà, c'est un pur investissement. C'est-à-dire, là maintenant, si j'ai un projet où j'ai eu des lacunes quelque part, où je devais aller voir d'autres personnes pour me faire ce travail-là, qui m'a coûté tant, si j'ai sous-traité une partie qui m'a coûté tant, je vais me dire bon, va te former sur ça, fais ça toute seule et ça va te coûter moins. Donc c'est un pur investissement. Par la suite, si j'ai un iPad ou quelque chose sur lequel je dessine, ou un PC qui est en train de bugger à chaque fois que je travaille dessus, il faut garder un budget pour le changer. Oui. Il ne faut pas oublier de se payer.
parce que par la suite, on est fatigué. Si on se prive de tout, on ne voit pas l'intérêt, on se dit pourquoi, à la fin, pourquoi on je suis en craque. train de faire ça. On craque, voilà. Oui. À un moment donné, on craque. Faut Donc, pas c'est oublier un sacré équilibre entre obligation et Ouais. plaisir. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier de se faire plaisir, de faire du sport, d'aller prendre un week-end quelque part, parce que étant artiste, il faut vraiment que je sois inspirée, il faut que je sois calme, dans un endroit qui me pousse à être vraiment... À créer, exactement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, matériel, formation, c'est pas tout le temps information. Hein. Donc, on essaie de connaître ces lacunes qui vont nous coûter cher durant un temps. Donc, on essaie de connaître ces lacunes, se former sur ça. Et aussi, si j'ai par exemple un problème de finances, bah, je vais me former sur comment gérer mes finances. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et si je te dis aujourd'hui sécurité financière, retraite et avenir, tu me dis quoi? Auto-entrepreneur. Explique-moi. En fait, là maintenant, auto-entrepreneur, en fait, il y a la plateforme de l'AME où on peut entrer à l'intérieur, on a les différents métiers, on choisit un métier, on va se déclarer, on paye moins d'impôts et aussi on a la casse-noce, on a tout ça. Donc vraiment. Donc le moment est propice pour vivre de sa passion. Voilà. Excellent. Imen, je te remercie infiniment pour ton temps, surtout pour ce partage d'expérience qui va inspirer certainement nos auditrices et nos auditeurs. On peut vivre de notre passion, il faut juste savoir planifier, gérer ses finances et budgétiser. Likez, aimez, partagez, suivez-nous et posez vos questions. Merci, c'était Nassima Elhamel avec vous.